Bienvenue avec la voix de Louis pour ce 5e épisode du podcast du dernier Noël de Pharaon, cette histoire d'un homme extraordinaire qui, je vous le rappelle, a réellement vécu et pour laquelle je ferai des vidéos avec les films et les photographies le concernant qui ont été trouvés chez ses descendants et sur Internet. Peu d'entre nous ont le privilège de connaître le compte à rebours de leur vie, sauf à être condamnés par la justice ou par un destin trop formel. Ce mois de décembre 1933 était froid et humide à Paris et voyait nombre de vétérans souffrir plus que jamais d'avoir respiré quelques minutes l'hypérite allemande pour sauver la France à leur façon. Les salles d'attente des cabinets de médecine les voyaient affluer, celles des officines qui étaient dédiées aux militaires vibraient des toux d'hommes en quête de soulagement par le miracle de la codéine et des cachets d'opiacés. Ce matin, il n'avait eu que la rue à traverser pour rejoindre l'hôpital Saint-Antoine et ses spécialistes chez qui il avait ses habitudes. Et il y croisait ses semblables de la glorieuse misère d'avoir si bien servi leur pays. Les discussions hachées de quinte de tout disaient le printemps et les beaux jours, la famille et les fêtes de fin d'année, avec aussi leurs repas d'anciens combattants qui ne se décompteraient pas par pudeur, mais rendraient hommage aux absents. Son sourire communicatif avait ici aussi la valeur d'un bronchodilatateur naturel, y compris pour le personnel. Le médecin constatait cependant un souffle nouveau dans ses poumons, plus important que d'habitude, et le sang craché lui valut un diagnostic nouveau avec une recommandation insistante de prendre le soleil et de manger des fruits frais à défaut d'une médication radicale pour le soulager. Il comprit dans le regard du médecin devoir vivre pleinement la lumière des jours prochains et les bonheurs familiaux pour ne rien regretter. C'est encore en souriant largement qu'il salua le cabinet et donna rendez-vous sous peu à la salle d'attente, se portant toujours mieux après son passage. À la pharmacie de l'hôpital, il alla chercher son lot de potions de la semaine qu'il ne payait pas en regard de sa lourde invalidité pensionnée. Sorti vers 10 heures, il déambulait lentement, chaudement couvert de son inséparable chéchia rouge et poussa la porte de l'atelier de sellerie de Bourrache. « Comment allez-vous, Bourrache ?» Comme un ouvrier qui a du travail au chaud, lieutenant, et vous donc ? Comme une gueule cassée qui se soigne avec ses amis et sa famille, sur qui il peut compter, ma foi. Vous avez opéré, mon lieutenant ? Oui, je viens vous remercier, Bourrache. Je viens vous remercier encore et savoir quand nous pouvons déjeuner ensemble comme vous me l'avez proposé et qui me fait très plaisir. Comme vous voulez. Demain, on fera une volaille rôtie sous la forge et des légumes empotés. Vous verrez, le forgeron est un sacré cuisinier. Alors, j'apporterai du vin de Bourrache. Oh, vous savez, lieutenant, on sait s'en passer par politesse. Ne vous inquiétez pas, Bourrache. J'étais dans un régiment mixte de zouaves tirailleurs et vous savez, tout le monde se respectait, même avec la gueule dans la boue. Vive la France, mon lieutenant, vive la France, Bourrache, et soyons heureux d'y être en vie. À demain, les compagnons. La porte tinta et Bourrache demanda aussitôt au forgeron, qui était aussi un bon cuisinier, de préparer une grosse volaille bien grasse à la broche et le pot de légumes des jours de fête pour le lendemain.
Il irait lui-même trouver des oranges pour le dessert et pour les faire goûter aux plus jeunes qui étaient déjà en train de se lécher les babines en blaguant. Allant de son pas bien posé pour ne pas tousser, il interpella le jeune serveur de chez Madame Vincent. « Bonjour Jules, bonne journée et attention au lion de l'Atlas. »« Oh, bonjour mon lieutenant, oui, aux aigles qui emportent des bœufs. » Ils rirent ensemble de loin en se saluant. Madame Vincent lui fit un sourire en levant la main délicatement derrière la vitrine qu'elle essuyait après chaque souffle de buée qu'elle prodiguait avec minutie. Au kiosque, il prit le matin et l'écho d'Alger, puis remonta dans l'appartement, très lentement, pour s'asseoir enfin dans son fauteuil de velours, engoncé dans une épaisse robe de chambre brodée, comme ses uniformes. La baie dans le dos, la lumière vive lui offrait une lecture confortable des nouvelles d'Algérie qui ensolayaient ces heures pacifiques à attendre le retour des enfants de l'école. Jeanne rangeait la maison avec son habituelle rigueur, qui avait organisé un intérieur élégant, avec des souvenirs coloniaux précieux, comme la selle arabe de cuir rouge brodé d'or qui était la dernière qu'il avait posée sur le dos du descendant des Iherek, le flamboyant, le dernier cheval de son père. Iherek, le flamboyant. Elle faisait l'admiration des invités tant par son exotisme que par son histoire qui à elle seule racontait la vie trépidante des plateaux de Kabylie qu'il n'aurait peut-être jamais quitté très longtemps si la guerre n'avait pas éclaté. Il avait cependant eu la chance de recevoir une belle éducation après que le prince ait pris sa famille en protection après l'assassinat de son père. Il parlait tous les dialectes arabes et kabyles, l'espagnol, un peu l'anglais et bien sûr un français châtié qui séduisait les interlocuteurs. Il reçut une éducation coranique et chrétienne rarement possible en dehors des cercles intellectuels, en plus d'une culture générale, lui offrant une compréhension des enjeux géopolitiques digne des meilleurs officiers. Après 2 ans, au fameux 3e tirailleur, le 3e RTA, il fut envoyé comme sergent au Maroc, avec les services spéciaux de l'armée, chargés de mettre en place le protectorat en 1912, et il y devint naturellement l'interprète du sultan Moulay Youssef, qui devint ainsi le roi à Fès. Son talent de cavalier lui valut de participer très activement à la gestion des rébellions du Rif, où il obtint ses premières médailles, ses premières nominations et déjà son grade de sous-lieutenant. « Tu viens manger? Quelle nouvelle d'Algérie ?»« Oh mon Dieu, le chômage des ouvriers agricoles notamment qui créent des mouvements avec les indigènes. Demande concurrence. C'est fatal. Il n'y a pas de solution. La colonisation n'enrichit que certains vrais colons qui ne sont que des investisseurs opportunistes. Les pauvres gens venus de France restent souvent pauvres et ne se réjouissent que du soleil quand il n'est pas trop fort. Tout ça aura une fin. Déjà Napoléon III voulait l'accélérer cette fin. Le déficit des investissements était trop important, mais les investisseurs verrouillent les grosses affaires lucratives comme partout, comme au Tonkin, comme en Afrique noire. C'est la même histoire de la colonisation partout, c'est l'histoire du monde. Les Français font comme tout le monde. Et je pense même qu'ils font mieux que tout le monde pour adoucir la vie de toutes ces populations. C'est la crise de 29
qui a tout détruit récemment, une fois de plus. Et puis partout, sauf pour les vrais, les grands capitaux. Nous avons eu de la chance, n'est-ce pas? Enfin, tu as fait ce qu'il fallait pour ça. Allez, viens t'asseoir, mon beau lieutenant. La table est mise. Merci, Jeanne. Tu m'es précieuse, allez. Allez à table. Après le café pris au salon ensemble, ils écoutèrent la radio et quelques chansons bien agréables entre les informations politiques du gouvernement qui a encore une fois vacillé. Jeanne, je vais écrire mes mémoires. Il me faudrait une machine à écrire. Demande à tes parents ou à tes amis s'ils peuvent m'en prêter une, s'il te plaît. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui te motive? Tu veux écrire un livre? C'est juste pour les enfants, pour qu'ils connaissent les détails de leurs origines. Ce sont de belles histoires, je crois. Je dois les partager. Sait-on jamais. Jeanne ne dit mot et lui continua à siroter doucement son café plongé dans les nouvelles. Tous deux savaient la précarité de la vie en regard de l'absent de nombre de leurs connaissances de la même société, des soldats passés discrètement sans se plaindre, passés en quelques jours, où les forces les avaient abandonnés dans leur lit ou à l'hôpital. Cette génération avait offert sa jeunesse pour ce qu'ils croyaient être une paix durable, grâce à la boue rougie de la der des der. Il convenait de ne pas en débattre, de ne pas s'en plaindre, tant la nature de ces choses était inscrite dans le roman national que tous avaient un peu écrit. Tu connais ce Hitler en Allemagne et ses nazis? Oui, c'est la nature profonde des Allemands qui ressurgit. Ils aiment marcher au pas pour faire peur surtout aux Français d'ailleurs, qui sont leurs pires concurrents industriels. Ils ont de grands musiciens, des grands techniciens, mais une vieille aristocratie malade et consanguine qui veut garder le pouvoir malgré ses échecs. Et toute l'armée est menée par des aristocrates revanchards. Tiens, justement, je vais aller voir Chéna. Il paraît qu'il est instructeur au Bourget. Il serait revenu du Maroc. Tu vas pas encore faire de looping avec lui. Il est un peu fou. Tu te rappelles comment ça s'est fini en 17, je crois. Oui. Non. Ne crains rien, n'aie pas peur. Le malheureux était dépressif à cette époque. Il avait eu une grosse blessure comme moi. Regarde la photo à Picpus avec Pershing. En 17, oui, c'est ça, le 4 juillet. Le 4 juillet 17 avec Pershing. Nous avons tous les deux un gros bandage et il sourit avec sa bonne bouille et ses petites moustaches. Je le faisais bien rire, tu sais. Je crois qu'il m'aimait bien, le Chéna. C'est un peu pour ça qu'il est allé au Maroc, d'après Dubonnet, que j'ai croisé récemment. Il voulait connaître le soleil des colonies. Il paraît qu'il y a croisé Saint-Exupéry à Casablanca. Enfin, paraît-il, mais il ne pouvait plus voler longtemps. Tout le monde t'aime bien, Le malheur n'a pas de prise sur toi. Tu as raison d'écrire ta vie, il faut la partager. C'est généreux. Ainsi se termine le 5e épisode du dernier Noël de Fabrahan et je vous remercie de bien vouloir vous abonner pour suivre les prochains épisodes où notamment vous connaîtrez l'identité complète de ce lieutenant Chérois dont vous comprendrez la raison pour laquelle j'ai absolument voulu raconter cette histoire tant elle est
intimement lié à la période à laquelle nous vivons, tant par ce qu'il fit que par la façon dont il composa sa famille, à l'instar de ce qu'était la France de l'époque et de ce que nous voudrions qu'elle soit encore aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt.